L'imprimerie, inventée en 1454 par... Merci de participer. Oui, a révolutionné le monde en rendant accessibles de nombreux ouvrages, notamment la Bible, mais le Vatican n'a pas vu d'un très bon œil cette diffusion pour d'autres livres. Dès 1559 et jusqu'en 1966, l'Église établit l'index Librorum Probitorum, dans lequel étaient recensés les livres que les catholiques n'avaient ni le droit de lire ni de posséder, sous peine d'excommunication. Après avoir étudié cet index, Hubert Wolff, prêtre et professeur d'histoire à l'université de Münster, affirma « Aucune autre institution dans ce monde n'a tenté de contrôler le média des temps modernes, le livre, pendant plus de 400 ans. » Je ne m'attarde pas ici sur aucune institution dans le monde n'a tenté de contrôler le média, il y aurait tant à dire aujourd'hui, mais plutôt sur le livre, média des temps modernes, pendant plus de 400 ans. Aujourd'hui, est-ce toujours le cas? Quel est votre média de référence? Votre téléphone portable? Vous avez tout dessus. Vos infos, vos mails, vos réseaux sociaux, vos itinéraires, votre compte bancaire, vos comptes bancaires, votre réservation d'hôtel, vos musiques, vos films, vos séries. Vous êtes abreuvé de publicité, il vous sert même parfois à téléphoner, et un certain nombre de structures savent par lui que vous êtes maintenant ici. Si je vous vois le consulter le temps de mon intervention, vous m'envoyez un message clair. Je vous ennuie. Média de référence durant 400 ans, le livre a été détrôné en quelques années. Voici qui illustre une mutation irréversible. Pourtant, le livre, instrument d'instruction et plus tard de divertissement, reste un objet que l'on a plaisir à tenir dans la main. Vous l'évoquiez tout à l'heure, à sentir, à feuilleter, dans lequel on s'abandonne, un bien culturel que l'on a plaisir à s'offrir ou à offrir. Bientôt la fête des mères et des pères. Et lorsqu'il est dédicacé par l'auteur, il touche le cœur d'une attention particulière. Je vous attends tout à l'heure. Le livre est aussi un produit commercial, unité de base d'un secteur économique, et les lecteurs, quoi qu'on en dise, n'ont pas disparu. Les statistiques nous précisent que seuls 19% de la population ne lit pas ni de livres format papier ou format numérique. Donc, plus de 80% de la population lit. 67 millions d'individus, 20%, il reste donc plus de 53 millions, dont la moitié est un marché potentiel sérieux. Votre marché français, quelle que soit votre activité, est-il aussi important? Bien évidemment, les jeunes lisent moins et le profil des grands auteurs, des grands lecteurs de livres papier reste très féminin à 80%. Par ailleurs, il faut distinguer livres achetés et livres lus. En quelques minutes, je ne serai pas exhaustif sur un sujet aussi dense que le secteur de l'édition, d'autant que nous avons des spécialistes de la chaîne du livre qui interviendront lors de la table ronde. Et Internet vous fournit toutes les informations que vous souhaitez. Je survole en quelques chiffres la chaîne du livre. Nous avons tous en tête cette référence. Pour acheter un livre, nous allons dans une librairie. Mais ça, c'était avant. En 2022, les sites internet marchands, dont principalement Amazon.fr et Fnac.com, sont montés à 21,9% de part de marché. Cela reste moins que les librairies qui représentent 22,9% du marché. Un point d'écart pour cette même année. Les plus gros vendeurs de livres sont les grandes surfaces spécialisées, Fnac, Cultura, Espace culturel Leclerc,
et d'autres, avec 27,7% quand les hypermarchés et supermarchés pèsent, eux, pour 18,7%. Bien évidemment, un livre n'existerait pas sans un auteur. Là encore, c'était avant, car aujourd'hui, un certain nombre de livres sont produits par des logiciels d'intelligence artificielle. Nous y reviendrons. On estime à plus de 55 000 le nombre d'auteurs de livres en France, peut-être même jusqu'à 100 000. Tous ne sont pas identifiés comme tels. Qu'il s'agisse des écrivains, des illustrateurs ou encore des traducteurs. Si régulièrement la presse fait mention des livres et des auteurs les plus vendus, et donc qui vivent de leur plume, il existe une autre réalité. 50% des auteurs publiés en édition traditionnelle gagnent moins de 900 € par an. Ensuite, il faut un éditeur. On dénombre environ 8000 structures éditoriales. Sachant que les 12 premiers éditeurs approchent les 80% de ventes de livres, vous voyez ce qui reste au petit. Je citerai rapidement les 3 plus grands groupes, Hachette Livres, Editis et Madrigal Holding de Gallimard. Hachette Livres réalise plus de 1,3 milliard de chiffre d'affaires, Editis 789 millions et Madrigal 574 millions. Chaque groupe comprend de nombreuses maisons d'édition. Pour exemple, Hachette, c'est Grasset, Fayard, Stock, Jean-Claude Lattès, Le Livre de Poche, Editis, Plon, Robert Laffont, Cherche Midi, Belfond, First, Édition, XO, 10-18, Pocket et Madrigal, Gallimard bien sûr, mais aussi Paul, De Noël, Flammarion, Mercure de France, Casterman, J'ai lu. Vous avez sans doute suivi le feuilleton Achat de Hachette par Editis. Vivendi, propriétaire de Editis, a lancé une OPA pour acquérir Hachette. La Commission européenne oblige Vivendi à vendre 100% du capital d'Editis à un actionnaire fort, sans lien avec le propriétaire actuel. 2 interrogations. Quel effet aurait eu sur la liberté de création le rachat de Hachette par Editis, les 2 plus grands groupes éditoriaux après cette fusion? Quelle liberté auront les auteurs en contrat avec Hachette après la prise de pouvoir par Vivendi? D'autres groupes, plus petits, Albin Michel, Actes Sud, Libella, La Martinière, et des indépendants, Michel Lafon, Ken Maxter, Privat, De Fallois, les éditions de Minuit, et bien sûr, le groupe Losange Éditions, une maison qui emploie 35 personnes à Chamalières. Ensuite, on compte de nombreux petits éditeurs qui se créent et disparaissent, qui se créent et disparaissent. Enfin, je cite sans m'attarder les maisons à compte d'auteur. Il ne manque personne. La dernière catégorie, ce sont les auteurs indépendants, qui n'ont pas bonne presse. Nous y reviendrons. Je ne m'attarde pas sur la chaîne logistique avec les distributeurs et les diffuseurs, les principaux groupes d'édition ayant leur société de distribution. Dernier maillon avant le lecteur, les points de vente. Il existe en France entre 20 000 et 25 000 détaillants de livres répartis sur le territoire, dont environ 3 500 librairies, ce qui est une spécificité française. Je suis sûr que Philippe Pelade nous en dira davantage tout à l'heure. Notons que 142 librairies se sont ouvertes en 2022. C'est cette spécificité française qui empêche peut-être de comprendre le service qu'a rendu Amazon aux États-Unis. Une autre particularité française, c'est la loi Lang d'août 1981 qui a institué le prix unique du livre, quel que soit le point de vente. Pour conclure cette première partie, quel est donc le chiffre d'affaires du secteur ? En 2022, les Français ont acheté 364 millions de livres neufs imprimés, générant un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros. Le livre numérique représente environ 10% des ventes. Un livre sur 5 est acheté d'occasion, pour un chiffre d'affaires estimé à 350 millions. En comparaison, seul le marché du jeu vidéo fait mieux avec 5,5 milliards d'euros. Le cinéma et l'audiovisuel représentent la moitié du chiffre d'affaires du livre et le marché de la musique enregistrée, moins du quart.
Bien évidemment, nous sommes loin du marché de l'automobile qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 100 milliards d'euros, lui-même n'étant qu'une partie de l'industrie manufacturière. Et dans cette chaîne du livre, qui gagne le plus? J'espère que vous pouvez lire les pourcentages affichés. Le graphique est parlant. Ce n'est pas l'auteur. Pour un livre à 22 € TTC, avec une TVA à 5,5%, l'auteur va toucher 1,60 € de 6 à 18 mois après. Mais si l'auteur vend son livre numérique à 3,99 € sur Amazon, il touchera 2,60 € de royalties. Bien évidemment, il faut accepter de ne plus tenir un livre en main, mais une liseuse ou une tablette. Nous l'avons évoqué tout à l'heure. Un nouveau paramètre du changement. N'est-il pas temps de parler d'un acteur devenu incontournable? Amazon, bien sûr. Je lisais dernièrement un article dans la presse. Régulièrement, le géant de la vente se fait torpiller de critiques, que ce soit pour son coût environnemental, les conditions de travail de ses employés ou sa stratégie fiscale. Mais si le citoyen français peut se plaire à critiquer Amazon, le consommateur, lui, raffole du site. Amazon se retrouve en bonne position dans le classement annuel de la marque préférée des Français. Elle se trouve en deuxième position de la catégorie distribution et conclut le podium de 3 autres items: utilité, proximité et innovation. Le Français, qui n'est pas un paradoxe près, n'aime pas Amazon, mais commande sur Amazon. Amazon a été créé en 1994 par Jeff Bezos, qui commença sa carrière dans la finance. Au début, pour livrer livres et CD sur le territoire des États-Unis, qui n'a donc pas le maillage de librairies que nous connaissons en France et dont les distances sont décuplées. Amazon a longtemps été déficitaire avant de connaître le développement que nous connaissons. Aujourd'hui, Amazon s'en sort particulièrement bien grâce à un effet de taille qui lui permet de dominer les secteurs du e-commerce via sa place de marché, de la publicité en ligne, mais aussi les services aux entreprises avec Amazon AWS. Savez-vous que c'est Amazon qui gère les réservations de la SNCF, par exemple? Les revenus publicitaires d'Amazon Advertising représentent à eux seuls 31 milliards de dollars, faisant d'Amazon la 3e régie publicitaire au monde, après Google Ads et Facebook Ads. La branche AWS, plateforme cloud, représente 13,2% du chiffre d'affaires global, mais génère à elle seule 75% des bénéfices du groupe. En ce qui concerne le livre, Amazon propose une offre particulièrement riche. La possibilité de commander un livre à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Le fait d'en disposer rapidement dans sa boîte aux lettres, de pouvoir lire sur une liseuse dans laquelle tient une immense bibliothèque, et maintenant d'écouter le livre en développant le système d'audiolivre Audible, mais aussi d'être facilement son propre éditeur avec sa filiale KDP, Amazon Kindle Direct Publishing, et d'imprimer le livre à la demande. KDP n'est pas la seule plateforme d'auto-édition, mais elle est facile d'utilisation et assure une diffusion importante, puisque le livre est vendu sur Amazon. Dans le monde entier, si vous le voulez. Je vous montre rapidement le processus de publication. 3 onglets à remplir pour publier. Le premier vous demande des informations sur le livre. Vous allez mettre un titre, le nom de l'auteur, et surtout préciser les mots-clés, les 7 mots-clés définissant le genre de votre livre qui détermineront votre repérage dans l'algorithme d'Amazon. Le deuxième onglet, vous intégrez vous choisissez le papier, vous choisissez la mise en forme, le format, et puis vous intégrez simplement le texte au format Word ou PDF,
et vous vérifiez la mise en page après avoir chargé la couverture. Je vous montre ici l'exemple d'un livre que vous recevrez en cadeau dans une version collector dans le sac qui vous sera remis à l'issue de nos échanges. Et sur le troisième onglet, vous mettez un prix et il vous suffit de cliquer juste ici. Et après une analyse de sa recevabilité par KDP, le livre est disponible. Je vous montre ici un exemple de livre broché. La procédure est exactement la même pour un e-book ou le livre relié, car KDP le propose aussi. Est-ce pour cette facilité que l'auteur indépendant n'a pas bonne presse ? Pour être exact, il n'a pas de presse du tout. Vous ne verrez jamais une critique dans un journal ou une revue pour un livre auto-édité. Les prix littéraires classiques ne mettent pas dans leur sélection d'œuvres d'auteurs indépendants. L'auto-édition a mauvaise réputation, parce qu'elle ne rentre pas dans le monde, le moule du monde d'avant. Pourtant, elle n'est pas nouvelle. Jean-Sébastien Bach l'utilise pour éditer les variations Goldberg. Proust a publié à compte d'auteur du côté de chez Swann. Et Claire Bretéché a opté pour l'auto-édition. Et des auteurs jusqu'alors édités choisissent maintenant de devenir indépendants, comme par exemple Joël Dicker ou Riyad Sattouf. Pas question pour moi de polémiquer, mais l'auto-édition trimballe une mauvaise réputation dans le milieu traditionnel. Si on n'est pas édité par une maison, c'est que le livre est mauvais. Si mauvais qu'aujourd'hui, les maisons d'édition sont en veille des auteurs ou autrices qui cartonnent avec leurs livres auto-édités pour leur proposer d'intégrer leur catalogue. Des exemples, Aurélie Vallogne, Agnès Martin-Lugan, Mélissa d'Acosta. Le nombre des livres auto-édités augmente d'année en année. Il existe en France près de 800 000 références de livres imprimés et environ 250 000 références de livres numériques. Chaque année, plus de 70 000 titres sont déposés à la Bibliothèque nationale de France, dont environ 15 000 titres autopubliés. Le livre numérique n'a pas d'obligation d'ISBN. Cela représente plus de 200 livres édités par jour, dont 40 livres auto-publiés. Aux États-Unis, c'est 7000 par jour. Beaucoup. Beaucoup trop. Chaque nouveau livre n'est qu'une goutte dans l'océan. Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir cette petite goutte qui va tomber et se noyer. 142 millions d'ouvrages sont envoyés au pilon par an. L'équivalent en poids de la Tour Eiffel. 95% des livres se vendent à moins de 2000 exemplaires et j'apprécie la mention pudique à moins de, car elle cache la réalité des 300 exemplaires vendus majoritairement. Pour se distinguer, se faire repérer, certains peuvent opter pour un marketing agressif du genre ou alors vont étudier le marché, déterminer des niches, choisir les mots-clés les plus recherchés. J'ai attiré votre attention tout à l'heure sur les mots-clés avec KDP. Avec l'aide de logiciels comme par exemple Elion 10 et son moteur Cerebro qui récupère toutes les recherches faites sur Amazon et les classe en fonction du nombre de recherches. Déterminer les enchères qui vous feront passer devant la concurrence, adapter la couverture à la cible, utiliser les réseaux sociaux, créer une communauté, demander des chroniques aux blogueurs et blogueuses sur Bookstagram, se faire repérer par les nouveaux influenceurs sur #BookTok. Je ne détaille pas tous les éléments qui permettent de se faire repérer et d'analyser un marché. Tout ce que je peux affirmer maintenant, c'est que le nombre incroyable de données qui sont disponibles. Pour déterminer l'audience de votre publicité sur Facebook ou Instagram, on peut aller très loin dans la sélection des paramètres en fonction des caractéristiques, goûts et intérêts repérés des abonnés.
Se hisser dans le top 100 des livres les plus vendus dans sa catégorie sur Amazon est possible en travaillant sur la concurrence, les mots-clés et les enchères. Rien n'est dû au hasard. Les outils digitaux sont là et ça marche. Pour preuve, cet exemple. Un montant de royalty impressionnant pour l'année. Surtout si on le compare aux 900 € du revenu moyen de l'auteur cité tout à l'heure. Mais faisons attention à ce qui est entouré en rouge. 196 773 €, j'arrondis, pour les 414 livres. Il s'agit bien de livres, mais pas de littérature. On parle de low content. Ce sont surtout des guides d'achat, des guides pratiques ou d'activités, cahiers de coloriage pour enfants, mandala, guides de musculation ou de régime, comment se lancer dans l'immobilier, la bourse, le forex, carnet de gestion du temps, d'argent, etc. Déclinés en plusieurs langues, en plusieurs versions, simplement en changeant la couverture, sur différentes plateformes. Ceux qui les signent ont souvent fait appel à des sous-traitants pour rédiger et illustrer, voire même utilisent l'intelligence artificielle. Cette conversation, je l'ai déjà eue. Je ne sais pas si je serai contredit tout à l'heure lors de la table ronde, mais ce n'est pas parce qu'un livre se vend qu'il est bon, et ce n'est pas parce qu'il est bon qu'il se vend. Rien ne garantit à un bon livre d'être dans le top 100. Voilà d'ailleurs les livres les plus vendus sur Amazon ces derniers jours. Vous voyez, meilleure vente. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais par exemple, pour ceux qui sont au centre ou sur la droite, personnellement, je ne peux pas lutter. Quel constat pouvons-nous faire ? Si certains genres littéraires sont recherchés sur le net, romance, feel-good, polar, thriller, fantasy, ce n'est pas le lieu du marché de la littérature. Le mot livre présente de nombreuses facettes. L'inconscient collectif se projette sur les récits, les romans, mais il ne faut pas confondre livre et littérature. Un auteur qui vend beaucoup sur Amazon ne vendra pas autant en librairie. Et inversement, sauf bien évidemment les plus gros vendeurs annuels. Un choix à faire donc. Écrire les histoires que l'on a envie d'écrire ou vendre des livres. Faire de la littérature ou gagner de l'argent. Une nouvelle forme d'activité professionnelle émerge. L'auto-édité est aussi un auto-entrepreneur qui a souvent laissé son travail salarié pour développer son business. Ne négligeons pas cette tendance. Il ne travaille pas seul, mais sait s'entourer des compétences qui lui font gagner du temps. Il délègue et sait où est son intérêt pour gagner de l'argent. Est-ce ici comme ailleurs une tendance structurante pour le marché de l'emploi qui évolue ? Le monde a changé. Les recettes d'antan ne sont plus applicables. Adaptons-nous sans les représentations du monde d'avant. Et je fais un rêve, un rayon d'auteurs indépendants dans les librairies, avec un libraire qui saura vous conseiller, presque vous prescrire, selon vos goûts. J'ai évoqué tout à l'heure l'intelligence artificielle. Voici un livre publié en mars de cette année, entièrement réalisé par l'IA. Les illustrations étant faites avec Midjourney. Nous n'avons pas le temps de regarder les pages illustrées, il n'a pour l'instant pas généré d'évaluation, pas d'étoiles, pas de commentaires, pourtant si nécessaire pour être remarqué par l'algorithme d'Amazon et propulsé en avant. Sans doute parce qu'il n'a pas assez travaillé la concurrence. La couverture est agréable, pourtant elle ne déclenche pas d'effet waouh, d'impulsion j'achète, mais donne plutôt une impression de déjà-vu. Comme moi, ces derniers jours, vous avez dû constater via les réseaux sociaux ou la presse de nombreuses photos générées par l'IA qui sont des fake news. L'engouement pour l'adoption de ChatGPT par des millions de personnes laisse planer un doute sur la conscience du danger. Ces programmes s'apprêtent à submerger l'information, l'emploi, l'économie, la vie privée et la société. Un certain nombre d'emplois vont connaître de grandes difficultés.
Traducteurs, illustrateurs, analystes financiers, avocats, marketeurs, journalistes, acteurs de cinéma et, comble de l'ironie, codeurs informatiques. Bel exemple de révolution technologique. Pourtant, le Forum économique mondial estime que d'ici 2025, c'est-à-dire demain, l'IA remplacera 85 millions d'emplois, tandis que 97 millions de nouveaux emplois seraient créés grâce à l'intelligence artificielle. Je ne sais pas vous, mais moi j'apprécie le mélange du futur, nous sommes certains de perdre 85 millions d'emplois, et le conditionnel, nous pourrions en créer 97 millions. Avez-vous remarqué l'information sur le lancement fin mars d'AutoGPT, qui permet de fixer un objectif à atteindre à l'outil ChatGPT et de rendre entièrement autonome le recours à l'intelligence artificielle? Avez-vous mesuré le risque fort de dérapage? Mais l'IA pourrait-elle remplacer un auteur? Faisons une petite expérience avec ChatGPT, qui est donc un outil d'intelligence artificielle. Je bascule vers l'écran. Je voulais vous faire une démonstration en direct d'un texte qui serait créé par ChatGPT. Malheureusement, tout le monde ce soir utilise ChatGPT et donc je n'ai pas de réponse directe à vous présenter. Nous perdons un peu de cet élan du direct. Néanmoins, je vous propose un exemple que j'ai fait hier soir. J'ai demandé à ChatGPT d'écrire une nouvelle de genre polar en 200 mots sur une île isolée, un jeune commandant de police, plusieurs personnages, une lectrice de romans policiers, un auteur dont le héros du livre qu'il est en train d'écrire vient tuer un à un tous les habitants. Et en 10 secondes maximum, ce texte-là est apparu. Je ne sais pas s'il est lisible pour vous, mais voilà. Alors maintenant, reprenons l'expérience en demandant non pas de bâtir cette nouvelle, mais de bâtir les chapitres d'un roman policier en gardant ces éléments. Donc, j'espère que vous pouvez lire. Bâtir les chapitres d'un roman policier qui se passe sur une île isolée, avec des tempêtes, des bateaux échoués, un phare, de la brume, des requins et des baleines, un jeune commandant de police, une lectrice de romans policiers, un hôtel avec de nombreux clients très originaux et un auteur de romans policiers en train d'écrire son prochain livre. Le héros de fiction va tuer un à un tous les habitants de l'île. Et ChatGPT m'a proposé tout de suite un déroulement avec un certain nombre de chapitres. C'est peut-être un petit peu petit pour vous. Chapitre 1, introduction. Le roman sur l'île s'ouvre sur l'île isolée. Chapitre 2, les clients de l'hôtel. Max se rend à l'hôtel. Chapitre 3, l'auteur de romans policiers, etc., etc. Mais ce n'est pas tout. Tout à fait en bas, que voyons-nous? Eh bien, non, pas sur cette version-là. Il me proposait, en fait, de recommencer si le texte qu'il m'avait sorti ne correspondait pas à mes attentes. Et immédiatement, il me proposait une autre version. Je reviens sur le diaporama. Alors, s'il m'intéresse beaucoup de recueillir les avis des participants de la table ronde sur cette proposition très rapide de ChatGPT, pour moi, si la syntaxe est bonne et l'intrigue se tient, la proposition manque de chair, d'émotion et de description, suscitant l'imaginaire, manque de poésie. C'est froid, aseptisé, basique, pas très créatif donc. Non, l'auteur aura encore sa place s'il écrit de la littérature. Pour un produit, c'est autre chose. Et prendre l'IA comme une aide à la création, pourquoi pas? D'autant que vous avez remarqué, comme je l'évoquais, vous pouvez peaufiner la proposition à loisir. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister en direct
à la disparition du syndrome de la page blanche. Amis auteurs, arrêtez les enfêtes et la coque. La digitalisation a un impact positif sur la santé. Les choufs peuvent retourner à l'école et l'assurance maladie va faire des économies. Une ère nouvelle s'ouvre. Depuis quelques minutes, doux euphémisme, nous avons vu les changements dus aux avancées technologiques intervenus dans un secteur et dans la pratique même d'une activité. Le monde, et en particulier les dirigeants d'entreprises, ont été confrontés ces dernières années à des situations aussi violentes qu'inédites. Crise des subprimes, gilets jaunes, pandémie, confinement, télétravail, ralentissement de l'économie, redémarrage freiné ex abrupto, manque de matières premières ou de composants, guerre en Ukraine, explosion des coûts énergétiques, inflation, impact climatique. On pourrait citer encore dernièrement les faillites de la Silicon Valley Bank et du Crédit Suisse qui ont fait chanceler temporairement l'économie mondiale. D'autres signes plus soft ont aussi changé les tendances structurelles et ont imposé des mutations définitives. Ubérisation, robotisation, crypto-monnaie, intelligence artificielle, la digitalisation est un changement de paradigme. La capitalisation des GAFAM, supérieure à bien des États, ne présente-t-elle pas un danger ? Que ces entreprises veuillent battre monnaie, est-ce un signe précurseur d'opportunité ou annonciateur de déstabilisation ? En tant que dirigeant d'entreprise, le fait d'anticiper une menace identifiée dans les nouvelles tendances de consommation, n'est-ce pas la possibilité de la transformer en opportunité ? Si aujourd'hui l'IA détrône l'intelligence du cœur, si les fusions, acquisitions, concentrations réduisent la liberté de création comme une peau de chagrin, si les séries stéréotypées nous imposent une vision uniforme, qui bâtit notre imaginaire ? Qui le construira demain ? Le monde a changé. Faut-il être pour ou contre, ou faire avec ? Veiller et savoir s'adapter. Lao Tse considérait que l'homme n'est pas fait pour construire des murs, mais pour construire des ponts. Quand Ramdam Touhami ouvre une librairie à Paris, il l'appelle la pharmacie des âmes. Dans un monde de bruit et de fureur, ne faut-il pas se protéger des tensions qui nous entourent, se préserver un jardin secret ? Elena Ferrante confiait dernièrement « Lire ne change pas la vie, mais la sensibilité avec laquelle nous l'affrontons. Le livre dans la main n'indiquera jamais notre localisation ni notre activité. Et ça, pour nous offrir un espace de liberté, une respiration, un moment pour soi. Il est une invitation au voyage vers un ailleurs intime. Nicolas Chamfort, notre compatriote clermontois, écrivit « Les passions font vivre l'homme, la sagesse le fait seulement durer. » Soyons riches d'autre chose que de notre argent. Soyons riches d'émotions. Soyons attentifs, gardons la capacité de nous émerveiller. Vivons la lecture en nous proposant 1000 aventures, 1000 rencontres, 1001 sensations nous apporte cette richesse. Gardons-la précieusement. Il est maintenant temps de donner la parole aux experts de la chaîne du livre. Préparez vos questions. Merci de votre attention.